Alors, pour continuer, donc, on a regardé un peu comment était structurée une disquette CPM. Je vais remettre le répertoire, le début c'est le début des datas. Début disquette. Voilà. Alors, pour exécuter mon programme, j'utilise Easy68K, c'est un émulateur 68000, assez bien fait. Comme il est fait pour Windows, il faut que j'utilise Wine. On commence par l'éditeur. Ouais, en fait, comme j'ai pété, ça marche plus. J'ai pété quelque chose dans le Windows émulé. Alors, il faut faire CPM, il est là. Voilà, donc mon programme, tiens, il y a quelque chose qui s'est mis devant, qui n'a rien à faire là. Oh là là, je sais pas ce que ça fout là. Un bug d'éditeur. Un coup d'œil rapide pour voir s'il n'y a pas de la casse ailleurs. Bon, est-ce qu'il passe à la compile là? Je ne sais pas pourquoi il m'a rajouté des lignes en fin. De toute façon, dès qu'on a end, le programme est fini. Je lance juste un assemblage, c'est bon. Alors, dans mon programme que l'on démarre à 1000, parce qu'on simule en fait une ROM, le moniteur, le BIOS commence en 0 obligatoirement, avec différentes tables de branchement, de tables vecteurs, initialisation, etc. Donc origine $1000, c'est-à-dire 1000 en hexadécimal. Donc là je définis un certain nombre d'équivalences. Je pars sur ce que le collègue qui a fait CPM EMU a pris comme format de disquette. C'est-à-dire on a 128 entrées de répertoire. Ça doit nous faire 2 blocs de 2K, donc 4K. 398 blocs de données. Tout ça, ça nous ramène donc à une disquette de 80 pistes, 0 pistes réservées, 80 secteurs par piste, et les secteurs sont obligatoirement de 128 puisqu'on est sur une disquette 8 pouces IBM d'origine. Tout a commencé par là. Donc mon block size, c'est l'unité d'allocation. Alors comme sur tous les systèmes de fichiers, on va pas gérer secteur par secteur, on va les regrouper. Ici logiquement 8 secteurs ou 16 secteurs, je sais plus combien ça fait pour 2 fois 128 pour aller à 2048, qui est une unité d'allocation que dans CPM il a appelé bloc. Bloc, d'autres vont appeler ça cluster ou
agrégats ou tout ce qu'on veut. Donc c'est là l'unité qu'on va gérer dans notre table d'allocation de fichiers, qu'on va devoir en plus créer parce qu'elle n'existe pas sur la disquette. CPM ne l'avait pas prévu. Directory size 32, il y a 32 octets pour une entrée de répertoire. On le voit très bien là, on commence par là, on continue là, et notre entrée de répertoire est terminée. Ici il y en a une deuxième parce que ça continue. Il y a ce qu'on appelle un extender. Je ne sais pas ce qui se passe avec le pointeur. Bref. Alors ensuite j'ai défini un certain nombre de DQ qui sont liés au moniteur, au BIOS que cet émulateur émule en fait. C'est en fait un peu plus clair d'utiliser des équivalences comme pour relire un programme plutôt que de se dire pourquoi il fait un move de 51 dans un registre avant de faire un trap. À savoir que 51 ça veut dire open file, comme ça on n'a pas besoin de le mettre à chaque fois en commentaire. Alors là j'ai défini certains sous-programmes qui en fait ce sont des choses que j'appelle souvent, plutôt que d'avoir à les réécrire à chaque fois, on va faire un appel à ces sous-programmes. Ce sont des sous-programmes tout à fait ordinaires en mode utilisateur, donc ils se terminent par return from subroutine. Donc on a display string with character return line feed par la ligne, on a display string sans retour à la ligne, on a l'affichage d'un caractère. J'aurais pu mettre tous les sous-programmes devant ou tout derrière ou disperser comme là, il va y en avoir d'autres, c'est pas grave puisque tous les assembleurs ont deux passes. C'est-à-dire que des branchements à des étiquettes pas encore définies, il va mettre 0, et puis lors de la deuxième passe, une fois qu'il connaîtra toutes les adresses, il va pouvoir les résoudre et générer le code machine complet. Start, c'est mon point d'entrée, il peut s'appeler comme on veut. On a vu que end envoyait sur start. Alors, je commence par utiliser une instruction privilégiée. Normalement, quand on arrive dans Start, on doit être en mode utilisateur et non pas en mode superviseur. Superviseur, c'est un mode privilégié. Alors bon, ils nous ont laissé, celui qui a fait cet émulateur nous laisse en mode superviseur, c'est pas normal. La première chose que je fais, j'utilise une instruction privilégiée pour mettre à 0 le bit superviseur pour le passer en mode utilisateur. Et là on va se retrouver en condition normale de fonctionnement. Première chose, load effective address command A1, commande, il est en bas, on va aller le chercher. Je mettrai le programme avec la vidéo, où est commande il est là, define constant byte, ça veut dire définir un espace initialisé composé d'octets, commande, point d'interrogation, qu'est-ce que vous voulez faire? Formater, faire le dire de la disquette, quels sont les fichiers qui sont dessus. 3. Exporter un fichier, alors j'ai pas encore écrit, j'écrirai jamais l'import ni l'effacement. L'effacement c'est très facile à faire, on verra un peu plus tard, je vais en parler. Le but c'était encore une fois pas de refaire un énième émulateur CPM,
d'autant plus qu'il en existe un pour 68 000. Alors je reviens au début de mon programme. Donc je vais faire load adresse d'une chaîne de caractères que j'appelle commande, qui contient que voulez-vous faire. One subroutine display string without character return line feed, effectivement, parce que je vais ensuite saisir un numéro, l'utilisateur va saisir un numéro pour dire qu'est-ce qu'il veut faire. 1, 2, 3. Ensuite, je n'ai pas fait de sous-programme pour lecture d'un caractère du clavier, j'aurais pu d'ailleurs. Pas. Donc il faut mettre 4 dans des zéros, faire un trap dièse 15. Appel trap, donc c'est un appel moniteur. C'est une interruption logicielle. C'est-à-dire, on va interrompre le fonctionnement, il va basculer en mode superviseur. Derrière, il doit y avoir une interrupt service routine, une table de saut et puis interrupt service routine qui doit traiter ce que je demande. C'est l'émulateur qui va s'en charger. Dans le cas réel d'une carte, c'est le BIOS, le moniteur. Je vais récupérer dans D1 le chiffre qui a été tapé. Je vais récupérer sa valeur binaire alors qu'il a été tapé en ASCII. Là c'est le moniteur qui fait ce travail. Je compare à 1. Bon, je reprends, j'ai été interrompu. J'ai pas trouvé le bouton pause, alors je vais faire avec, tant pis, je collerai les vidéos bout à bout. Si c'est 1, branch not equal label 10, ça veut dire que c'est pas égal à 1. Et si on arrive ici, c'est que c'est égal à 1. Et ici, je fais quoi? J'appelle le sous-programme formaté disquette. Ensuite, je branch branch always L90 et L90. Simplement, il me renvoie au début. Et on redemande une nouvelle commande puisqu'on a terminé le formatage. Est-ce qu'on a tapé 2? Je fais un compare long puisque la réponse elle arrive dans un mot de 32 bits. Not equal, on saute là. Sinon, si c'est 2, on va lire le répertoire et on va aller à la fin pour reboucler au début. Compare 3, si c'est pas 3, on va toujours pareil, on reboucle. Bon, je vais pas rajouter de commande stop. On aurait pu mettre si vous tapez 9, alors on sort de la boucle et on s'arrête, puisque si on veut arrêter, on arrête les simulateurs. Donc, on arrive à l'export d'un fichier. Alors là, commande 2, il va afficher le fichier. Quel... alors, attends, est-ce que je prenne... Donc là, on va imprimer commande 2 sur l'écran. Commande 2. Où il est celui-là. Nom du fichier à exporter. Alors, je reviens. En fait, trap dièse 14, il est là. J'ai oublié de faire un branch subroutine.
Maintenant, je vais charger dans le registre d'adresse A2 une zone file to fetch, nom du fichier à trouver. Là, c'est un ensemble de 12 caractères terminés par un nul. Fin de chaîne. Je vais aussi avoir besoin de la version CPM du nom de fichier, puisque lui, il connaît pas le point. Il faut lui présenter le nom du fichier sur 8 caractères, complété à droite par des blancs si c'est moins de 8, et le type de fichier sur 3 caractères, complété à blanc si c'est moins de 3 caractères. Donc je reviens toujours sur voilà. Donc je vais d'abord commencer à remplir avec des espaces, puisque cette zone file to fetch to. Non, attends, j'ai oublié une boucle là. Première chose, déjà on va remplir on va mettre 5 dans des erreurs. Pourquoi 5? Voilà. Bon, il faudrait que je réétudie le programme, je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, on met D1. Ah oui, c'est D1, c'est on est en train de lire jusqu'à 12 fois le clavier. Ça veut dire read keyboard, et j'ai pas fait de routine pour read keyboard. Donc là je lis le clavier jusqu'à 12 fois les caractères qui sont tapés. Chaque caractère réceptionné, je mets dans la zone pointée par A2. Au début c'est file to fetch, mais comme on va la post-incrémenter, on va après pointer sur l'espace de stockage suivant. Je vais voir si c'est un 0D, la touche entrée, c'est-à-dire la fin de la saisie. Et si c'est égal à la touche entrée, on va sauter là. Sinon, on va décrémenter des deux et brancher à loop 1 tant qu'il est supérieur à -1. Voilà, c'est ça la particularité de 68 000, j'ai jamais compris. C'est pourquoi il s'arrête pas à 0, il s'arrête à -1. Donc il faut toujours faire -1. Si on veut faire 2 tours, on met 1, comme ça il passe de 1 à 0, il refait encore un tour, il passe de 0 à -1 et s'arrête. Bon, c'est comme ça. Ensuite, je vais mettre dans le registre adresse 3 la deuxième zone, parce que je vais devoir recopier le nom du fichier saisi en m'arrêtant au point. Alors, donc déjà je vais remplir file to fetch to avec des espaces.
Donc à 3 pointes file to fetch, il est post incrémenté et on va boucler dessus 12 fois. Ensuite, je réinitialise mes registres A2 et A3 pour pointer au début de chaque zone. Je vais mettre 8-1 parce que le type de fichier c'est un maximum de 8 caractères avant le point. Je vais comparer dans la valeur pointée par A2 si c'est un dot. Si oui, je vais sauter à point. Sinon, je vais appeler une routine qui est définie plus bas, convertir en majuscule, puisque les caractères doivent être en majuscule dans CPM. Donc, comme ça. C'est-à-dire que je vais faire un move byte de ce qui est pointé par A2 post incrémenté vers A3 post incrémenté. Donc au début les bytes vont être poussés et je vais faire un DBRA D2, c'est-à-dire maximum 7 puisqu'on va faire 8 tours, boucle 3. J'arrive au point. Comme je ne sais pas exactement où j'en suis, je remets A3 au début de file to fetch 2, je lui rajoute 8. Comme par exemple, si on n'en a lu que 3 caractères, il y a 5 espaces à mettre, mais comme j'ai mis les espaces avant, je n'ai pas à calculer où j'en suis, combien de caractères j'ai écrit. Donc je rajoute 8 à 3, 1 à A2 pour sauter par-dessus le point, et convertir en majuscule. Je compare carriage return, si c'est une fin, si oui on arrête. Sinon je vais encore faire 2 fois la manœuvre. J'ai pas fait de boucle là parce que bon, pour faire une boucle il faudra encore prendre un autre registre, etc. C'est maximum 3 fois, donc bon, on va convertir les caractères. Je prédécrémente A2 et je mets un nul pour avoir une terminaison ASCII 0 à la fin. Comme je vais l'afficher, il vaut mieux avoir le nul, terminateur nul, et j'appelle le sous-programme fetch file. Et ça c'est la sortie que j'ai. On ferme tout et on s'arrête. Mais la sortie, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait de touche 9 pour sauter à L100 pour tout arrêter. Donc on va voir les autres programmes. Convert to upper, c'est très simple. On compare à petit a. Si c'est en dessous de petit a, c'est pas une minuscule. On compare à z. Si c'est plus grand que petit z, c'est pas une minuscule. Et puis bit clear byte pointé par A2. On clear le bit numéro 5. Alors pourquoi le bit numéro 5? C'est très simple. C'est que lorsqu'on regarde la table ASCII, le bit numéro 5
pour A, c'est pareil, majuscule, minuscule, c'est les mêmes valeurs, sauf qu'il y a un bit qui change. Par exemple, ici, 41 hex pour la A majuscule. Si on prend le A minuscule, c'est 61 hex. Donc il y a ce bit qui est le bit numéro 5 qui est à 1. Il suffit de le mettre à 0 et on passe en majuscule. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on verra le formatage, on ne verra même pas, c'est très simple. Normalement, on met DE5 sur toute la disquette. Moi, j'ai compliqué un peu, mais... Alors, on va faire fetch file. C'est ce que j'appelle fetch file. Je vais le coller là en dessous. Fetch file. Là, comme j'utilise beaucoup de registres, je fais un move multiple de D0 à A6 sur la pile, en prédécrémentant la pile à chaque fois. Alors une pile, j'ai déjà dit, il va toujours de haut en bas, puisqu'on empile les assiettes par-dessus, en poussant la pile vers le bas et on la lève par-dessus. Donc là, comme j'en utilise beaucoup, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai mis D0 jusqu'à A6, c'est-à-dire qu'il va empiler D0, puis D1, puis D2, puis D2, 3, etc. Puis ensuite A0, A1, A2, jusqu'à A6. Au retour, bien sûr, il faudra faire la même opération dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va de ce qui est pointé par le stack pointer avec post-incrémentation. Les mêmes registres, mais il les dépile dans l'autre sens, c'est juste un masque. C'est juste un masque et quand on fait de là vers là, il va dépiler d'abord à 6, puis à 5, puis à 4, puis à 3, jusqu'à des 0. Alors, fetch file. Donc, je vais avoir des cases mémoire. J'ai pris des langues, donc des mots de 32 bits. Nombre de secteurs à lire et nombre de secteurs lus. Alors, il faut savoir que la taille de fichier... il y a un nombre de secteurs, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le dernier secteur est complété par des CTRL Z en cas de besoin. On en parlera. Donc ici, j'ai un fichier avec deux entrées. Donc il y a 80 hex. Donc déjà 80, ça fait 128 secteurs de 128 octets. Et là, 43 hex, je ne sais pas ce que ça fait en décimale, il faut convertir. Donc pour ce fichier-là, il faut lire 80 plus 43. Ça fait normalement, alors oui, 9 A, B, C, ça fait un total de ces 3 secteurs en hexadécimal à lire. Là, on va les découvrir après. Donc quand je reprends mon programme que j'ai mis un peu à gauche, donc load effective address file to fetch dans A1, branch supporting create output file. Create output file, je l'ai mis devant. Donc là on met de create file dans les 0, fait un trap dièse 5. Alors ça c'est une combine que j'ai fait en fait pour ajouter un F hexadécimal devant pour savoir que je mets dans fichier file ID export. Simplement parce que dans ce simulateur là, les files ID vont de 0 à 7, c'est pas très malin. Quand on a ouvert un fichier, le premier on retrouve 0 pour le debug, quand on veut examiner la mémoire, savoir si on a ouvert un fichier ou pas. Bon, j'ai mis F hexadécimal devant, F pour fichier, pourquoi pas.
Donc le premier fichier ce sera F0, le deuxième F1, etc. Donc fetch file, là je sais plus où j'en suis, create output file, branch subroutine, read directory. Bon, je vais faire une petite pause ici. Alors, read directory. Première chose, alors on a dit que la FAT, la File Allocation Table, n'est pas sur la disquette, donc à chaque fois qu'on va accéder à une disquette, il faut lire le répertoire, et en fonction des blocs alloués, on saura, on remplit sa bitmap, et quand on voudra mettre un fichier sur la disquette, on saura chaque bit à 0 va correspondre à un bloc, et quand le bit est à 0, donc je prends le nombre de data blocks, on a dit que c'était 398 je crois, je divise par 8 puisque je vais en mettre pour gagner la mémoire. Alors, à l'époque on n'avait pas beaucoup. Si on avait, je sais pas moi, 64 kilooctets de mémoire, on était super heureux. Donc on essaye on ne gâchait pas un octet pour un bloc, on essaye de coller 8 blocs sur un octet. Donc D3 va contenir 398 divisé par 8. Enregistre de données. Je vais faire un clear byte pointé par 1, c'est-à-dire il commence dans la zone FAT. Alors la zone FAT, c'est une donnée non initialisée que j'ai collé ici. Define storage bytes. J'en ai mis un de plus par sécurité parce que je ne sais pas exactement si ça va pas déborder sur un autre octet. Alors je reviens à mon programme. À chaque fois il faut revenir en arrière. Donc simplement je remplis. Oui, je fais un de plus parce qu'en mettant la valeur exacte dans D3, je vais faire un tour de plus pour remplir le dernier octet que j'ai mis en plus. Parce que s'il faut un morceau d'octet pour le dernier bloc, bon ici je pense que 398 ce sera divisible par 8, encore que on s'en fiche. L'essentiel c'est d'avoir suffisamment de stockage. Donc on efface clear fat area. Oui, normalement appelé bitmap. On va ouvrir l'image disque, c'est-à-dire cpm disk.bin. Je le repositionne en début de fichier parce que lorsque l'image disque a déjà été lue, le répertoire a déjà été ramené en mémoire vive avant, il faut qu'on se repositionne au début. Donc là dans File ID CPM, on va mettre le File ID de l'image disque. On va positionner ah bah je l'ai fait 2 fois là. Des fois je comprends pas moi-même pourquoi j'ai fait ça, surtout que ça remonte à un moment, bref. Ah oui, ça c'est le code retour.
ça c'est dans D7, il va contenir 20, c'est le code append abnormal end. Alors append, j'avais utilisé ça sur des mainframes IBM, ils marchent par des append codes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va de travers, on va mettre une valeur et puis on arrête, fin normale le programme et on prend la doc de l'utilitaire et puis on regarde, c'est un peu comme pour les machines à laver, ça va être une erreur E346 et on va chercher la E346. Bon, je fais un peu pareil, c'est pour éviter d'avoir plein de messages, alors que dans la version ARM que je vais faire après, j'ai quand même modernisé ça un peu. Code append. Bon, bref. Ici, en 68 000, ça m'a l'air plus facile. On va lire, donc je pointe avec A1 le dir buffer, c'est-à-dire que la zone mémoire de 4 kilooctets qui va recevoir le contenu de la disquette. Je fais un read disk image. Le directory size multiplié par le nombre de directories entries, c'est le nombre d'octets à lire. Ça va nous donner les. Alors c'est combien ça? C'est 2 blocs, ça doit être 4096. Voilà. Arrivé là, on a copié toute la zone répertoire de la disquette en mémoire vive. Alors, on va simplement recenser tous les blocs alloués. Les blocs alloués, on va les trouver là. Par exemple, pour le premier, c'est le bloc 2, puis le 3, puis le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le A, le B, le C, le D et le E. Donc on sait que tous ces blocs là sont alloués à un fichier, donc on va les marquer alloués. Encore faut-il les inverser parce que malheureusement CPM a été fait pour Intel 8080, plus tard 8086, qui sont Little Endian, petit Booutien, et que Motorola il est Big Endian. Donc il faut inverser 2 à 2, ces deux là, puis ces deux là, puis ces deux là, et ainsi de suite, parce que ça c'est le poids faible, ça c'est le poids fort, alors que nous il nous faut le contraire, puisqu'on est Big Endian dans Motorola, il faut commencer par le poids fort. Donc ça je vais faire une inversion, un glissement. Alors, je vais faire une boucle. Première chose, est-ce qu'il y a E5 pointé par A2? Alors A2 il pointe au début, il pointe là. A2 il va pointer là. Est-ce qu'il y a E5? E5 ce sont tout ce qui n'est pas alloué ou un fichier est passé. Par exemple, si je veux effacer ce fichier là, il suffit de mettre E5, ensuite d'écrire, je sais pas, dans Xedit, CTRL right ou CTRL quelque chose, et ce fichier là, enfin cette, non, je me suis bourré de CTRL Z. Bon, je recommence. J'ai dit je vais effacer celui-là, mais E5, alors je sais pas pourquoi il saute au début, pas compris. Bref, pour effacer un fichier, c'est très simple. On met, par exemple, je vais effacer ce fichier là qui contient qu'une entrée, je mets un E5.
Comme ça, quand on rescanne le répertoire, les blocs 48-49 ne sont plus alloués, puisqu'on ne va pas les trouver, on va sauter puisqu'il y aura un E5. Donc si j'ai un E5, je vais aller sur le label Continue, et dans Continue, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter la taille répertoire, c'est-à-dire 32 au pointeur, c'est-à-dire qu'au lieu de 0, il va contenir 32. On va aller lire la prochaine entrée et on va décrémenter et brancher un maximum de 128 fois en loop 2. Je reviens en loop 2. Et puis bon, ici, le premier coup, mais il peut y avoir un E5 au début si c'est affiché effacer le premier et puis tomber sur des entrées valides. Donc, je compare toujours à E5, hexadécimal, valeur immédiate, dollar c'est hexadécimal, pointé par un 2, et puis non, là on va tomber sur une entrée de répertoire, on va dire la première. À ce moment-là, je vais tester l'octet qui est un 12, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 c'est l'extend number. La première entrée de répertoire, ça va être 0, la suivante 1 et ainsi de suite. Quand on prend un fichier avec 3 entrées, on a 0, 1, 2. Quand on a un fichier avec, il a combien? C'est la 5. Donc on a 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, xt, extend number 0, if not 0, not first entry. On va sauter là. Simplement parce que avant, si c'est pas la première entrée, on va afficher le nom du fichier. Si c'est plus la première, on va pas afficher une fois le nom du fichier. On l'affiche que la première fois. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Move address de A2 dans A3. C'est-à-dire, je copie A2 dans A3 pour le sauver en fait. Et je vais faire progresser A3 et D4 pour pointer plus loin. Oui, pour me sauvegarder mon A2 que j'aurai besoin de rajouter 32 après pour passer à l'entrée de répertoire suivant. Donc je rajoute un A3. Je vais mettre 8, c'est-à-dire 7 dans D4 en fait, parce que on va faire 8 tours. Je vais faire un move byte pointé par A3 dans D1 et voir si c'est un espace. Si c'est un espace, ah oui, alors, dans le CPM d'origine, il ne remettait pas de points. Hein. Quand vous aviez ABC, espace, 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 BAT, il affichait ça. Alors que moi, je fais de nouveau sauter les espaces. À ce moment-là, je vais afficher abc.bat. Bon, je suis plus sympa qu'ils ne sont pas cassés la tête. Là, je vais faire un display de chaque caractère en rajoutant un point s'il le faut au nom du fichier et on va s'arrêter ici normalement. Ensuite, comme c'est la première entrée, mon compteur je le mets à 0 parce qu'il faudra que après je vais faire 0
plus 80, plus 43, et j'aurai la valeur, la taille de fichier. Alors, CPM, dans un dire, déjà il n'y a pas de rotatage, hein, et puis lui il affichait même pas la taille de fichier. Bon, moi je vais le faire parce que je suis un peu plus sympa. Alors, donc là on met notre file size à 0. Ensuite, il nous faut voir si l'entrée suivante est valide. Ou si l'entrée suivante, c'est 0. C'est-à-dire, est-ce que l'entrée suivante est valide, on arrive à la fin, ou alors on a un fichier effacé. Est-ce que l'entrée suivante, c'est 0? Donc si je suis là, c'est pas la dernière entrée, mais si je suis là, dans cette entrée-là, et que je vois qu'il y a un 0, que c'est pas E5, donc elle est active, et que c'est un 0, je sais que ça, c'est ma dernière entrée pour ce fichier-là, z80 emu.o. Donc là, il faut que j'additionne mon byte, c'est-à-dire ici 80 hex à file size. 15 à 2, c'est-à-dire 15 à 2, c'est ça, jusqu'à 2 pointes au début. Et donc on ne peut pas directement additionner un octet dans la mémoire, donc je suis obligé de passer par un registre. Pourtant il est sympa le 78 000, on peut faire plein de choses directement en mémoire. On verra dans la version ARM V8 que j'ai fait après. ARM il est beaucoup moins cool, on peut pas faire grand chose en mémoire directement, il faut toujours passer par des registres. Mais bon, il y en a tellement. Alors, donc je vais additionner donc la première fois 0 et 80 à 0, et file size va contenir 128 secteurs. Et je branche vers le renseignement de la FAT. C'est-à-dire que maintenant on va aller scruter les 16 caractères qui vont suivre en inversant les octets. C'est pour ça que je suis obligé de lire, j'ai rajouté D4 comme un index, un pointeur additionnel par rapport à 2. Donc on va, D4 il commence en 17, donc il commence là. Il commence en 17, il faut que je retrouve voilà, en 17. Donc je lis la valeur et je fais un left shift 8 sur un D5. Je décrémente D4 pour le ramener à 16, mon pointeur auxiliaire. Je vais faire un OU de la valeur pointée par A2 plus 16 avec D5 ou byte, c'est-à-dire que là je vais copier en fait l'octet de poids faible. Est-ce que c'est l'ensemble D5 est un bloc valide? On a vu que à la fin des fichiers il n'y a plus rien, c'est que du 000 hein. 00, c'est-à-dire que le 0 ça n'existe pas. Donc si c'est D5, je branche, rien à faire. Sinon, bon, je divise D5 par 8. Alors bon, j'ai pas réfléchi, je fais une division par 8 décimales et je vais récupérer le quotient et le reste. Mais en fait, dans la version ARM, j'ai fait beaucoup plus simplement.
puisque si on prend les 3 bits de poids le plus faible, on a tout de suite notre reste, et en décalant de 3 crans vers la droite la valeur initiale, ben, on a divisé par 8. Bon, bref. Donc je reprends, désolé, mais je suis interrompu plusieurs fois, je vais mettre les vidéos bout à bout. Donc on a dit, donc ici on a bloc alloué, donc D5 c'est l'offset, c'est-à-dire l'octet qui est le quotient de la division, et dans cet octet le bit à mettre à 1 c'est D6, donc on va faire un bit 7, le bit qui est contenu dans D6, sur une carte mémoire un octet pointé par A3 avec un décalage de D5. Donc on est dans un mode d'adressage je sais plus comment ça s'appelle, avec base index, qui marche très bien dans l'ARM par contre, donc il n'y a pas de problème. Rien à faire, ben, on rajoute 3 à D4, on compare si c'est inférieur à 32, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte des 32 caractères, c'est-à-dire nos 16 mots de 16 bits. On va dans loop 3, c'est-à-dire on va continuer à parcourir cette ligne-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, pas 16 fois, les 16 octets. Enfin, les 16 octets, c'est-à-dire les 8 mots. Et si on a fini, ben, on va sur Continue. On a terminé de scruter la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne des blocs alloués. On va rajouter à A2 notre pointeur la taille des répertoires, c'est-à-dire 32 octets. On va décrémenter notre D3 qui contient à l'origine le nombre d'entrées de répertoire -1. Et on va reboucler comme ça sur loop 2, la boucle 2. Ici, on va commencer, on recommence. Est-ce que le premier octet est à E5? Est-ce que le deuxième l'octet, le 13e octet est un extent à 0 et ainsi de suite. Là, on a fini de renseigner la fête. On a lu enfin notre répertoire, balayé jusqu'au bout pour dresser notre bitmap. C'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas été voir quels fichiers sont là. On a juste... enfin si, on les a affichés. On a affiché les fichiers. Le nom qui est dans la première entrée à chaque fois. Là, etc. Là. On a affiché sa taille parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans last entry, ben, on va rajouter la dernière valeur de file size et on va la display, on va l'afficher. Le mieux c'est de montrer ce que ça donne. Execute. Run. Je vais taper 2 pour dire. Et voilà, il me donne tous les fichiers avec leur nombre de secteurs. Je rajoute 228 octets entre parenthèses à chaque fois pour dire que ce sont des secteurs de 128. Il va nous retrouver tous les fichiers qui sont là jusqu'au dernier, qui est un config.h. Un config.h qui fait 16 secteurs, c'est-à-dire, on va fermer ça, on va là, 16 secteurs, 10 secteurs décimales, ça fait 16 décimales, voilà.
Bon, je ferme mon simulateur. Je reviens sur mon programme. Là, on a lu sous les entrées de répertoire, dresser la FAT, qu'on fait à chaque fois qu'il y a un changement. D'ailleurs, on efface un fichier, on rebalaye et on refait la FAT, puisqu'elle est stockée nulle part. Fetch file. J'ai lu mon répertoire, je me remets au début de ma zone de répertoire et je fais la même chose, sauf que cette fois-ci je ne vais plus balayer tout, je vais m'intéresser à la zone donc de 1 à jusqu'ici. Jusqu'ici, on va voir 8 caractères de nom de fichier. Là, il est complété avec 2 espaces. Et 3 octets de file type, le type. Ici, c'est le point haut. Alors, ces fichiers, ce sont des fichiers qui composent CPM-EMU, qui n'existaient pas à l'époque. Hein. Pourquoi que .c, ça aurait pu exister, puisque... non, pas non. CPM, non, il n'a pas fait en C, on était encore au Pascal, je crois. Ou PLM plutôt. PLM qui est un plagiat de Pascal, quelque part. Alors, donc, je vais aller à A2, je vais le mettre +1. Premier caractère de nom de fichier. Je vais balayer 11 caractères et comparer ce qu'on trouve en mémoire avec A0. A0, lui, il contient le nom du fichier qu'on cherche sous forme CPM, donc sans point et avec des espaces. Et on va faire comme ça, A2 post-incrémentation, A0 post-incrémentation, decrement in branch, if not, sinon égalité sur loop 2. Tant que j'ai non égalité, je vais faire un loop 2, sachant que on va s'arrêter de toute façon plus tard si D1 vaut -1. Et là, maintenant que j'ai fini, je vais voir à combien est D1. S'il est supérieur ou égal à 0, c'est qu'on n'a pas trouvé. S'il est à -1, ça veut dire qu'on a eu les 11 matchs, les 11 correspondances. Ici, on a trouvé le fichier. Donc maintenant, il va falloir l'extraire. Dans notre entrée de répertoire, il va falloir trouver les 8 blocs, jusqu'à 8 blocs. C'est-à-dire 8 mots de 16 bits ou 8 paires d'octets. Allez, on refait la même chose en inverse, on passe en Big Endian et il faut aussi que je renseigne, il faut aussi que je vois le nombre de secteurs que je dois lire qui sont en haut à droite, dernier octet de la première ligne, avec le nombre, non, pour l'instant je suis au nombre d'octets à lire, nombre de, pardon, de secteurs 228 octets à lire. Là je vais chercher le bloc. Si c'est 0, on a dit que c'est pas alloué, sinon c'est forcément, en fait on commence à 2 parce que le bloc 0 et 1 c'est l'entrée de répertoire dans notre cas. Et puis si c'est 2 ou plus, on va exporter notre bloc. Si c'est non allocated, bon, ben,
Loop 3, on revient. Alors je veux dire, s'il n'y a pas de match, si le bloc n'est pas alloué, on peut supposer que le suivant l'est, mais en fait c'est pas le cas. Parce qu'il ne peut pas y avoir 2, 3, 4, puis 0, puis 5, 6. Bon, c'est pas grave, je l'ai testé quand même. Si à nos matchs, on restaure les pointeurs de ce qu'on cherche et le pointeur sur l'entrée. Et puis on refait un tour jusqu'à la fin pour voir si on l'a trouvé. Une fois qu'on l'a trouvé ou pas, d'ailleurs, on ferme le fichier de sortie et on sort. Alors maintenant, il faut s'intéresser à ce qu'on fait lorsqu'il y a export bloc. Et on a presque fini. Alors, export bloc, je l'avais mis avant. Il faut repositionner notre pointeur sur le premier octet qui va nous intéresser. Par exemple, si c'est le bloc 2, il faut se mettre à 4096. Positionner le fichier. C'est D2 multiplié par block number, c'est-à-dire la taille du bloc 2048 multiplié par le numéro de bloc, et on va positionner notre fichier d'entrée. Si on n'y arrive pas, on plante et on va lire 2048 octets à la position qu'on avait définie avant. Et après, il va arriver un moment, il faudra qu'on compare le nombre de secteurs lus avec le nombre de secteurs qu'on devait lire. Alors comme nos blocs font 8 secteurs, je pense, 128 x 8, est-ce que ça fait 2048? Je sais pas, il faut faire le calcul. Alors, si on n'a pas lu plus que nécessaire, on écrit tout. Sinon, on se retrouve dans le cas du dernier bloc qui n'est pas entièrement utile. Alors déjà, il va falloir diminuer notre bloc du nombre de secteurs à tronquer. C'est-à-dire on va diminuer D2 on va soustraire D3, et D3 c'est le nombre de secteurs multiplié par 128 puisqu'on travaille en octet. Ensuite on va pointer sur à la fin, alors comment je peux le montrer, on va se mettre sur un fichier. Je vais arrêter là parce que les gosses déconnent à côté. On va jamais arriver avec les gosses qui chahutent à côté, qui font des dégâts. Alors, on va aller sur la fin.
Voilà, donc on est là. 0,5. Maintenant, il va falloir chercher les CTRL Z et les enlever, diminuer jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc on est parti à la recherche du CTRL Z. Donc j'ai la taille qui reste, mais la taille qui reste, ça veut dire que je pointe là. Puisque de 0 à 9 ça fait 10, ou de 0 à 99 ça fait 100. Donc il me faut un -1 qui suit. Donc le -1 qui suit, bah, c'est D3 qui est toujours un de moins que D2. Et je compare si c'est un CTRL Z. Si c'est plus un CTRL Z, on va écrire le reste. Si c'est un CTRL Z, je vais soustraire 2. Je soustraire 1 du registre donné 2. Je vais revenir là, je vais copier D2 dans D3 et mettre D3 égale D2 moins 1. Voilà, une fois que c'est bon, on écrit le fichier de sortie, on restaure les registres 0 à 4 qu'on a utilisé là-dedans, que j'ai sauvé là. Et on a fini l'export du fichier. Je vais arrêter la vidéo là.